Nous ne sommes clairement pas sur la semaine d'actualité la plus joyeuse de l'histoire. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Comme d'habitude, l'objectif de ces vidéos, c'est de parler de l'actualité en débattant. C'est pas juste un listing, ça ne m'intéresse pas et je pense que vous non plus. Je vais tout de même mettre dans la description et le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous conseille de vous intéresser à toute l'actu pour qu'on puisse en débattre parce que je réponds à vos commentaires, que ce soit en vidéo ou directement dans les coms. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, la Suisse, peu importe. Beaucoup de ces pays ont d'ailleurs la VOSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà le film It Ends With Us, vous avez Emilia Pérez ou même bientôt Here. Vous avez sur Prime Video Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année dernière. Sur Disney+, vous avez Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2, Alien Romulus et même A Real Pain que je vous conseille quand même d'attendre pour le voir en salle. Sur Paramount+, auquel vous avez accès si vous avez un abonnement Canal+, et il faut utiliser Paramount+, depuis l'application officielle Paramount, vous avez Gladiator 2 qui est déjà dispo dès cette semaine. Et sur Max, c'est la fête et encore une fois, il faut aussi utiliser Max via l'application et non pas via MyCanal, mais vous avez quand même l'abonnement via MyCanal. Vous avez Juré numéro 2, Joker 2, Beetlejuice 2, mais aussi Horizon de Kevin Costner, Trap ou encore une fois A Different Man qui malheureusement n'a toujours pas de date de sortie en France. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous savez à quel point YouTube Premium est génial et le nombre d'avantages que ça procure, mais si vous prenez un abonnement via un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher comme la Roumanie ou la Bulgarie, vous avez accès à toutes ces fonctionnalités à moindre coût. Et oui, ça marche encore, il y a plein de tutos qui vous montrent comment le faire. Et vous pouvez aussi avoir accès à des abonnements comme celui de Letterboxd pour moins cher avec un VPN. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème et c'est extrêmement simple d'utilisation. En quelques clics, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première actualité concerne Neil Gaiman. Je vous ai parlé il y a quelques mois de lui et à quel point je trouvais ça étrange que les accusations sexuelles envers lui, qui étaient avouées par lui-même avec plein de preuves et tout, n'étaient pas trop discutées dans les médias. Eh bien, il faut savoir que c'est en préparation. Il y a plein de journaux spécialisés qui ont sorti donc des articles sur lui, des revues entières pour parler des nombreux chefs d'accusation envers lui et ça va assez loin. Je vais pas aller trop dans les détails pour ceux qui sont pas confortables avec ce genre de choses, mais ça parle évidemment de viol sur des babysitters en mode BDSM, zéro consentement, sur plusieurs femmes à travers de nombreuses années, surtout de jeunes femmes entre 18 et 22 ans, des fans, des employés, bref, c'est allé très loin et sa carrière est finie, et Dieu merci, mais c'est pas le but. On pense toujours aux victimes, on pense toujours aux femmes et autres personnes qui ont souffert de cet homme, que Good Omens soit annulé, qu'il n'y a qu'un film à la place, ou que plein d'autres séries qui étaient prévues de lui soient annulées. J'en parle parce que c'est mon travail en tant qu'actualité cinéma-série, mais c'est pas important, vraiment. Une pensée encore une fois aux victimes, et il faut que ce genre de prédateur, peu importe son œuvre, peu importe l'artiste qu'il est, s'arrête, soit jugé, condamné, mais c'est bien qu'enfin les médias en parlent et je devais de nouveau en reparler parce qu'il y avait quand même un gros silence alors qu'on était au courant quand même depuis des mois. Mais c'est bon, là il y a encore plus de preuves, encore plus de femmes qui sont venues en avant. Il y a beaucoup de femmes qui l'ont accusé, donc j'espère qu'elles auront le droit à la justice. La semaine dernière, c'est marrant parce que je vous ai dit qu'on n'a toujours pas eu d'image d'Until Dawn alors que le film sort dans 3 mois. Eh bien c'est bon, le lendemain il y avait eu une bande-annonce qui a été diffusée et bizarre, j'ai envie de vous dire, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé. La première chose, c'est que c'est pas du tout Until Dawn dans le délire montagne, dans le délire Wendigo, dans le délire criminel masqué. Il n'y a rien de définitif en soi dans l'œuvre. C'est pas du tout le même lore, la même mythologie. En tout cas, de ce qu'on voit pour l'instant. Et moi, écoutez, si le film reste dans le même univers et retranscrit bien l'ambiance d'Until Dawn sans être une copie de l'histoire, de l'ambiance des lieux, moi, ça me dérange pas. C'est une adaptation. Il n'y a aucun souci, en théorie. Le problème, il est différent. C'est que là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris l'ambiance d'Until Dawn. Ils n'ont pas compris ce que faisait le jeu un peu unique. Parce que le jeu, à la base, est une sorte de référence à
énormément de slashers et de films d'horreur en jouant sur les codes du cinéma tout en étant un jeu narratif. Il y a d'ailleurs toute la VOD de moi qui joue sur ma chaîne secondaire pour ceux que ça intéresse, mais c'était vraiment un jeu qui était basé sur ça. Et c'était un jeu qui était basé sur les choix définitifs. Et là, le concept de l'œuvre, il est bizarre, c'est-à-dire que c'est un film de boucle temporelle, comme on a vu par exemple dans Happy Birthday, qui fait que du coup maintenant, au lieu d'avoir une sorte d'énigme avec des gens qui peuvent mourir et c'est définitif, ils ont pris l'approche jeu vidéo, checkpoint, restart, où ils doivent survivre jusqu'à l'aube. Et je trouve ça un peu bizarre. Tu vois, c'est l'un des seuls jeux où il n'y a pas de sauvegarde, entre guillemets, et il n'y a pas de checkpoint, et si les gens meurent, c'est définitif. Et ils ont pris l'approche différente. Ils ont dit, ah bah c'est un jeu vidéo, il y a des checkpoints, ça reset, on recommence. En soi, l'idée me dérange pas. Je pense que le film est plutôt joli, il y a une belle esthétique. À chaque fois qu'ils reset la nuit, il y a un nouveau monstre, et je pense que ça peut être cool, parce que du coup, ils vont explorer différents genres de films d'horreur. Donc en soi, le film, moi, me semble bien. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'attendais ou j'imagine quand j'entends Until Dawn après avoir fait le jeu. Et je parle pas encore une fois de l'esthétique, je parle de l'ambiance, de l'énergie. Donc c'est vrai que oui, je pense que ça peut être cool. Il y a les Wendigo, il y a plein d'autres monstres. Je pense qu'on va s'éclater avec le film. Il a l'air bien mis en scène, il a l'air effrayant et tout. Il a l'air bien, vraiment. Mais honnêtement, vous m'auriez pas dit que c'était Until Dawn, je n'aurais jamais reconnu de ma vie. J'aurais peut-être dit que les Wendigo ressemblent un petit peu, et encore, on dirait plus des momies qu'autre chose. Mais sinon, j'aurais pas reconnu. J'aurais juste dit, ah c'est marrant, il y a Peter Stormare, il ressemble au psy de Until Dawn, parce que c'est lui qui a joué le psy de Until Dawn, mais c'est tout. Même le masque du tueur, il ressemble pas beaucoup au final. Écoutez, moi je suis curieux, mais c'est vrai que je comprends totalement la déception des gens qui s'attendaient à Until Dawn, parce qu'on dirait pas Until Dawn, ça c'est la vérité. On verra quand le film sortira, mais honnêtement, mine de rien, j'essaie d'oublier que ça s'appelle Until Dawn, et je pense que je vais m'éclater devant, quoi. Ça a l'air bien. Donc on en parlera évidemment sur la chaîne. Il y a aussi eu l'abondance de The Monkey, donc le film de Osgood Perkins, qui sort tout juste de Longlegs, et moi j'étais pas un énorme fan de Longlegs, par contre là, The Monkey, ça a l'air génial. Esthétiquement, c'est vraiment léché, vraiment réussi, en mode comédie d'horreur. Et ça, c'est mortel. Le délire du jouet singe qui veut tuer des gens, moi, ça m'éclate. Surtout que là, ça cible une famille, et ça a l'air très drôle. J'ai l'impression qu'ils ont montré un peu trop de morts dans le film, mais encore une fois, c'est un film qui va jouer sur les morts. Ils vont en montrer plein, comme on a vu avec Until Dawn. Donc je pense que ça peut être vraiment satisfaisant, vraiment fun, même si là, il y a un côté un peu plus définitif que dans Until Dawn, ce qui est assez rigolo. Mais là, honnêtement, ça a l'air assumé, ça a l'air fun, tout en étant un peu flippant et badant, et je pense que l'immersion va être bien. Donc The Monkey qui sort dans quelques semaines, ouais, on en parlera aussi, ça a l'air cool. À partir de la fin du mois, pour certaines offres Canal+, il n'y aura plus Paramount+ inclus dedans, ça dépendra des offres, ça sera au cas par cas. Mais vous avez vu, il y a de plus en plus de plateformes qui ne veulent plus être attachées à Canal. Paramount+ en fait un petit peu partie, même si ça sera encore dispo dans certaines offres, mais aussi Netflix qui va cette fois-ci passer en Netflix publicité. Si vous n'avez pas pris l'offre 4K, le supplément que vous devez payer, ça sera Netflix Pub pour vous dans quelques semaines, normalement pour les nouveaux abonnés. Je sais pas si ça inclut tout de suite les anciens abonnés, comme moi par exemple, mais c'est vrai que tu commences à payer 50 € pour Canal et tu as plein de choses qui disparaissent de Canal et c'est un peu dommage. Moi je paye 50 € en tout cas, j'ai pas d'offre moins chère disponible par exemple. Je peux comprendre que ça énerve et de toute façon, Canal, la plateforme des plateformes, ne pouvait pas durer éternellement, c'est une évidence. Je pense que même Max va s'en aller d'ici quelques mois, voire l'année prochaine. Sorti un peu de nulle part, Spartacus a été annoncé. Et oui, une suite à la série de base qui s'appelle House of Ashur. Et c'est un peu bizarre parce que c'est une suite, et si vous avez entendu ce que je viens de dire, House of Ashur, vous vous posez des questions. Mais même si on met ça de côté, l'une des séries avec le plus de cul et de violence et en même temps une vibe homo-érotique sera de retour. Et esthétiquement, c'est un peu moche. On voit les fonds verts ou le volume qu'ils ont utilisé, c'est laid. Mais j'ai jamais regardé Spartacus parce que c'était joli. J'ai regardé Spartacus parce que c'était bourrin, c'était débile, c'était assumé et j'aimais bien. Et je pense que là, ça peut être sympa. Et on a eu un peu l'héritier de Spartacus avec Those About to Die l'année dernière. Donc en vrai, je regarderai, je pense. Moi, je suis pas un énorme fan de Spartacus. Vraiment, je regarde en déconnectant mon cerveau parce qu'après la saison 1, je trouve que ça se cassait la gueule. Mais honnêtement, là, je suis un peu curieux tout de même si je pense que ça va être débile. Mais c'est ça que je veux de Spartacus. Un peu de débilité. Joe McHale, que moi j'aime bien en tant qu'acteur, jouera dans Scream 7. Et oui, vous savez que c'est un projet vraiment polémique, mais il sera le mari de Sydney. Et il y a eu beaucoup de casting de Scream 7 qui ressemblent énormément à ce que pourrait être un tueur. Et lui en fait partie aussi. J'ai pas hâte de voir Scream 7 parce que vraiment ça m'énerve ce qu'ils ont fait par rapport aux actrices. Mais voilà, c'est l'actualité. Vous le savez, un Steamboat Willie depuis l'année dernière est disponible pour tous. C'est tombé dans le domaine public et un film d'horreur est prévu par l'acteur David Thornton qui joue Art the Clown dans Terrifier, qui joue donc Steamboat Willie dans une version d'horreur. Ça a l'air d'être un film cheap à bas budget, mais je suis content pour l'acteur qui cartonne avec Terrifier et qui a de plus en plus de rôles. Il y a une bande-annonce de Dragon live action qui a été diffusée et je suis désolé de le dire, je vais encore être méga aigri, mais c'est extrêmement laid. Pourquoi est-ce qu'ils ont désaturé toutes les couleurs de la bande-annonce? Le film est gris. Je veux bien que dans le monde scandinave, celtique, il y ait des nuages et de la pluie et tout, mais putain, pourquoi ils ont désaturé toutes les couleurs? L'herbe est grise, ce n'est pas normal. Putain, mettez un peu de couleur dans vos mondes fantastiques, magnifiques. Chaque plan de dragon, il n'y en a aucun qui va. Je vous jure, hein, c'est dramatique. J'ai vu le truc, je me suis dit, mais pourquoi? L'original, il est coloré, il est beau, ça va pas du tout. Hein. Et je suis désolé, je suis aigri, mais regardez le teaser. 1 minute de teaser, il n'y a pas un plan qui est pas gris, quoi. Pourquoi Hollywood? Pourquoi vous faites ça? Ridley Scott prépare 2 nouveaux films cette année. Oui, il va en tourner 2 cette année. The Dog Stars, un film de science-fiction, et de l'autre côté, le film sur les Bee Gees. Et ouais, Ridley, fais-toi plaisir.
dire fais le plus de films possible, t'as 87 ans, fais-toi kiffer, crée l'art jusqu'à la fin, je suis content, vas-y à fond, moi je le regarderai. Paul Schrader a dit qu'il adorait l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il a donné plusieurs idées à une IA et il a trouvé que les scripts que l'IA lui a donnés était bon. Paul Schrader, il est bizarre. C'est un humain complexe. Il a des opinions qui sont à la fois extrêmement problématiques et à la fois extrêmement woke. Et là, sur l'IA, je comprends pas. C'est l'un des mecs les plus originaux, les plus inventifs d'Hollywood, qui a marqué l'histoire du cinéma par ses scénarios, et il aime bien ce que l'IA fait. Il a dit que c'est beaucoup mieux que ce que beaucoup de personnes pourraient faire. Mais oui, c'est normal, Paul Schrader. Les IA volent les scripts qui sont déjà bons pour en faire un script. C'est normal que c'est bien. Ça vole des trucs. On reparle de l'IA dans quelques secondes. Trump a choisi 3 ambassadeurs d'Hollywood pour le représenter là-bas, pour créer de nouveau l'âge d'or d'Hollywood. Et ces 3 ambassadeurs sont Mel Gibson, le conspirationniste anti-science qui sort un film cette semaine, on en parle évidemment. Sylvester Stallone, qui a léché les bottes de Trump ces dernières années comme pas possible, et Jon Voight, qui est l'un des Trumpistes les plus connus d'Hollywood. Donc ces 3 gens-là seront des ambassadeurs, ça veut rien dire, il n'y a pas de titre officiel, mais ils vont représenter Trump à Hollywood pour restaurer ce fameux âge d'or. Je sais pas ce que ça veut dire, on sait pas, ça n'aura sûrement aucun impact, mais on verra bien. Les nominations des BAFTA, vous savez, les Oscars ou César britanniques ont eu lieu, c'est Conclave qui mène la danse avec 12 nominations, Emilia Pérez avec 11 juste derrière, et on en parlera. Je pense que je ferai un live BAFTA, il me semble que c'est genre le 3e week-end de février. On en parlera, je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Je suis très curieux de savoir qui va gagner tout ça. Et si on parle de nominations, les nominations aux Oscars devaient être annoncées la semaine dernière, mais à cause des feux à Los Angeles et en Californie, ils ont décalé à ce jeudi-là. Je sais pas si j'aurai le temps de réagir en live ce jeudi aux nominations, mais dans tous les cas, on en parlera la semaine prochaine en vidéo actualité. Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer, parce que les votants aux Oscars ont récemment dit, vous savez comment marchent les Oscars, hein, c'est des professionnels du métier qui sont choisis par l'Académie pour voter dans leurs catégories respectives, monteurs, scénaristes, réalisateurs, etc., etc. Et apparemment, les votants refusent de regarder de Brutalist parce que c'est trop long comme film. Leur travail, c'est de mater des films. Quand tu fais partie de l'Académie, tu devrais mater des films pour choisir. Mais la vérité est que beaucoup ont dit que Brutalist est trop long, flemme de le regarder, de toute façon je vais juste voter pour les films sur lesquels mes amis ont travaillé. Bref, on le sait depuis longtemps que les Oscars c'est un peu du marketing, c'est du networking plus qu'autre chose, mais c'est quand même dommage de dire que tu veux pas regarder un film. T'as accès à un film, c'est ton travail, c'est ta responsabilité de mater le plus de films possible pour voter aux Oscars, et tu votes même pas dans toutes les catégories, tu votes dans certaines catégories, sinon ce serait impossible de regarder les 50 films nommés à chaque fois. Mais là tu votes dans certaines catégories où il y a 5-6 films, peut-être un peu plus si tu inclus d'autres domaines et catégories, mais globalement, c'est bon quoi. Si tu dois mater 15 films sur plusieurs mois, fais ton travail quoi. Surtout que depuis quand tu refuses de mater un film juste parce qu'il fait 3 heures, c'est pas possible. Déçu de ça, et aussi un petit peu déçu de Brutalist, parce que même si les gens veulent pas le regarder, il y a un souci qui est sorti récemment, c'est que The Brutalist utilise l'IA. The Brutalist utilise l'IA pour plusieurs choses. Premièrement, c'est utilisé apparemment dans l'épilogue pour faire certains dessins. Vous savez, ça parle d'un architecte, et apparemment certains dessins, des plans et tout, ont été faits par IA pour gagner du temps. Ce qui est triste, encore une fois, hein. Je pense qu'il y avait plein de plans disponibles, plein d'artistes qui étaient prêts à le faire, même pour pas cher. C'est toujours triste de voir ça. Mais surtout qu'apparemment, et c'est là que c'est un peu problématique, j'ai envie de vous dire, on parle d'IA générative, en tout cas pour les plans. Tu vois, c'est pas des trucs qui ont été créés ou des outils d'IA. Parce que moi, j'ai aucun problème avec les outils d'IA. En vrai, les outils d'IA, je m'en fous, il n'y a pas de souci. Mais quand tu crées des trucs de toutes pièces avec des prompts, pour moi, c'est pas de l'art. Ensuite, le souci, c'est que apparemment, vu que Adrian Brody parle hongrois dans le film, c'est l'histoire du film, c'est un immigré hongrois, son hongrois n'était pas assez satisfaisant apparemment pour l'époque. Du coup, son accent n'était pas bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié toutes ces lignes de dialogue où il parle hongrois avec de l'IA. Donc il y a plein de doubleurs qui sont passés par-dessus, il y a plein de spécialistes des accents et tout qui sont passés par-dessus, ils ont mélangé via l'IA toutes ces voix. Là, j'ai l'impression que c'est plus un outil que de l'IA générative. C'est pour ça que ça me dérange un peu moins. Mais le truc, c'est quoi? C'est que Adrian Brody, il est en tête des nominations aux Oscars pour l'instant. Ça sera sûrement lui qui va gagner l'Oscar. Et comment tu juges un mec, et sans manquer de respect à Adrian Brody, mais si ton accent est pas assez bon, de une, c'est pas grave, parce qu'en fait, l'idée de l'accent, c'est qu'ils se sont dit, ok, l'accent est pas assez juste pour l'époque, c'est pas l'accent qu'il faut. Bah, c'est pas grave, on s'en fout, c'est un film. C'est pas censé être historiquement réaliste comme ça. On s'en fout, c'est un film, on peut l'accepter. Ça sera peut-être énervant pour quelques Hongrois et des choses comme ça, mais c'est pas la fin du monde. Ils voulaient être plus proches de la réalité historique, du coup, ils ont utilisé l'IA pour modifier ses lignes de dialogue et sa voix. Et du coup, comment tu juges un mec dont la voix a été modifiée par IA avec d'autres doubleurs qui sont passés par-dessus, c'est presque du doublage qu'ils font là, pour juger son talent d'acteur? C'est une vraie question que je pose parce que je pense que l'utilisation IA avec l'outil, c'est pas un énorme drame, même si ça m'effraie pour la suite. Mais là, comment on fait? Je sais pas combien de temps il parle hongrois dans le film, mais comment tu peux juger son talent s'il est modifié par IA? C'est une vraie question qu'il faut se poser. J'ai pas la réponse, évidemment, mais il faut se poser la question. Et la plus triste nouvelle de cette semaine, c'est évidemment le décès de David Lynch, qui est parvenu un peu de nulle part. Personne s'y attendait, hein. Moi j'étais très triste à la nouvelle, je m'en suis un peu remis ce week-end, mais j'avoue que j'étais triste. J'étais triste parce qu'on savait que David Lynch était pas immortel, mais on avait cette impression-là. On avait l'impression que c'était une icône américaine, de l'étrange, du macabre, du bucolique, du mystère, de la ruralité combinée avec cette passion et son attachement au personnage féminin et à l'enquête. Bref, son impact sur le cinéma, sur la musique, sur les jeux vidéo est tellement colossal. Du coup, il a un impact
phénoménal sur l'art de manière générale, en fait. Il avait des films de prévus qui ont été annulés chez Netflix d'ailleurs, et Netflix après se sont félicités qu'ils bossaient avec lui, mais ils ont annulé son projet, et ses nombreux projets d'ailleurs, ce qui est assez honteux. Donc il travaillait encore, en fait. Même s'il était malade, il pouvait plus sortir de chez lui sans être sous respirateur. Il avait de l'emphysème, apparemment c'est une maladie des poumons parce qu'il fume depuis qu'il a 8 ans. Il a fumé 70 ans de sa vie. Il est mort à 78 ans. 70 ans de cigarettes, il pouvait plus bouger, il pouvait plus réaliser, il pouvait plus se lever. On savait qu'il était malade. Mais là, les feux de LA ont fait qu'il a dû quitter sa maison d'urgence, et apparemment c'est ce qu'il a un peu poussé de l'autre côté, a mis sa santé en danger, et il est décédé à cause de ça. Mais c'est quand même bizarre parce que c'est une icône comme ça, t'as l'impression qu'il existe depuis 50 ans, qu'il fait du cinéma, oui, qu'il faisait malheureusement, et il a tellement impacté les gens, on se rend même pas forcément compte de son impact. Il était tellement unique et son cinéma était tellement beau. Moi, c'était l'un des premiers qui m'a fait comprendre que t'es pas toujours censé comprendre ce que tu regardes au premier abord. Genre quand j'ai vu Mulholland Drive, peut-être son magnum opus, son chef-d'œuvre ultime, la première fois que je l'ai vu, j'étais, je pense, trop jeune pour comprendre, mais je me suis rendu compte que t'as pas besoin de tout comprendre au premier abord. Je me suis rendu compte que le cinéma pourrait être aussi un art visuel, narratif, émotionnel, où t'as pas besoin de toujours déchiffrer le scénario pour apprécier une œuvre. Et plus j'ai regardé des films à travers ma vie de lui, plus j'ai compris ça. Et après, forcément, t'as envie de comprendre les films, t'intéresser, de comprendre les émotions, la narration, pourquoi c'est fait comme ça. Et c'était ça la force, et c'était l'un des premiers à m'avoir fait ça, je pense, parce qu'au début, tu vois le cinéma comme juste une histoire, tu vois, l'histoire du film. Mais plus t'avances, plus tu te rends compte que le cinéma, c'est un peu au-delà. Et lui faisait partie de ces voix comme ça, où à chaque fois, tu regardais un film un peu cryptique, mais c'était pas grave, parce que tu comprenais l'essentiel, l'émotion, le dialogue que tu as avec le film, la beauté, la force des images. Tu n'avais pas besoin d'être dans la suranalyse constamment en fait. À la fois, il était déstabilisant, mais réconfortant. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui lui ont rendu hommage, des gens qui ont beaucoup travaillé avec lui, comme Kyle MacLachlan, Naomi Watts, évidemment, et plein d'autres réalisateurs connus, acteurs. C'était une référence quoi. C'était l'un des cinéastes américains les plus connus de l'histoire et les plus influents sans aucun doute. Et c'est bizarre qu'il soit décédé. Je sais pas vous, mais c'est bizarre parce que ça sort un peu nulle part. Il avait plein de trucs de prévus et comme ça, t'as l'impression que la vie lui a été ôtée. Alors qu'on savait qu'il était malade, c'est ça le plus bizarre et triste. Donc j'étais un petit peu triste le week-end, j'ai appris ça jeudi. Je me suis acheté pas mal de ces films en Blu-ray, d'autres que j'ai commandé en 4K pour trop cher, j'avoue. Donc j'ai envie de vous recommander quelques films. Donc j'ai évidemment cité Mulholland Drive, mais je vous conseille pas de commencer avec celui-ci. Moi je vous conseille de commencer avec Eraserhead, parce que c'était son premier film. Étrange, mais beau, horrifique, fort, intéressant. Ensuite vous pouvez aller vers quelque chose de plus académique, comme Elephant Man, peut-être sont plus accessibles. Ensuite vous pouvez tenter Inland Empire et Lost Highway, qui sont différents, étranges, et là faut un peu moins réfléchir pour l'instant. Regardez-le une fois et après vous pouvez regarder une deuxième fois le film, une troisième fois, regarder des explications si vous voulez, mais laissez-vous embarquer. Et ensuite évidemment vous pouvez foncer sur des films comme Blue Velvet. Et j'ai pas vu tous ces films pour le coup, j'en ai plein qui manquent, que j'ai acheté ou que je vais bientôt acheter. J'ai pas vu Twin Peaks, enfin je m'étais arrêté à la saison 2 qui apparemment est pas de Lynch, du coup j'ai jamais repris, mais je vais rattraper toute sa filmo, je vais rattraper ses séries, j'en parlerai. Mais voilà, il avait une sacrée carrière, il avait inspiré le monde de l'art. Il y a beaucoup d'hommages qui m'ont rendu triste, il y a beaucoup d'images de lui, de mignonneries qui sont sorties par rapport à lui. Il avait une belle énergie positive. C'était une belle âme et c'est normal d'être un peu triste quand une figure comme ça quitte ce monde et donc qui repose en paix et on pensera toujours à lui. De toute façon, il est éternel maintenant. Vu l'art qu'il a créé, on s'en rappellera toute notre vie. Maintenant, pour parler des choses un peu moins artistiques, je suis désolé pour la transition, mais Captain America Brave New World dure 1h58, c'est bien. On en a marre de films un peu trop longs, surtout quand c'est des Marvel où ils ont fait 20 000 reshoots, ils ont tourné des mois supplémentaires et tout, c'est bon, on a compris, ça va. Je suis quand même curieux de voir le film qui sort dans quelques semaines. Daredevil Born Again a le droit à sa première bande-annonce, la série sort le 4 mars, et d'ailleurs, bonne nouvelle, la saison 2 va commencer son tournage avant la sortie de la saison 1, ce qui est exactement ce qu'il faut faire en général pour ce genre de série. Commence le tournage avant ou pendant la diffusion, c'est tout ce que je voulais. Merci. Mais grosso modo, la bande-annonce, je trouve que ça peut être intéressant en termes d'histoire, en termes de personnages, ils ont l'air d'avoir pas mal de moments plutôt réussis. Cependant, je suis désolé, regardez Daredevil saison 3, bande-annonce, et comparé à la bande-annonce de Daredevil Born Again, c'est pas possible. Esthétiquement, c'est dégueulasse. Gris, désaturé, fond vert horrible à certains moments, c'est immonde. Vraiment, c'est pas beau du tout, et on sent la sauce Disney par-dessus. Alors oui, c'est violent, très bien, mais l'esthétique, les couleurs, la profondeur, enfin tout est différent et moins bien. C'est passé chez Disney et c'est devenu laid. Et ça m'inquiète parce qu'en vrai, il n'y a aucun plan dans la bande-annonce qui est vraiment bien. Alors que vous matez les bandes-annonces des premières saisons chez Netflix, c'est pas mal du tout. Faites le test, vous allez voir. Et donc c'est un peu déprimant de ce point de vue-là, mais je pense que ça peut être quand même un petit peu intéressant. Mais oui, je suis désolé d'être gris encore une fois, mais c'est pas beau. Par contre, je suis content de voir Michael Gandolfini. Il ressemble beaucoup à son père et du coup, je suis assez content. La série Win or Lose de Pixar a aussi eu le droit à sa bande-annonce. Elle sort le 19 février et ça a l'air pas mal, mignon. Alors je suis encore énervé qu'ils aient supprimé un personnage trans sans raison, voilà, parce qu'ils veulent être anti-woke. Maintenant Disney, c'est tocard. Mais la série a l'air cool, mine de rien, donc peut-être je regarderai, ça a l'air assez mignon et je pense que beaucoup d'enfants vont adorer aussi. On a eu la bande-annonce de A Thousand Blows, c'est une série de boxe que j'avais déjà conseillé dans ma vidéo des séries à voir cette année. Ça a l'air pas mal du tout. Voilà, moi j'adore l'acteur Stephen Graham. Boxe à l'époque, série historique, je pense qu'on va s'éclater devant. Avatar Fire and Ash va aussi durer normalement 3 heures. Et oui,
oui, vu qu'il y a un film Avatar tous les 3 à 5 ans ces dernières années, c'est très bien qu'il dure 3 heures, même 4 heures, je m'en fous. Faites-le durer autant qu'il faut, c'est Avatar. Greta Gerwig a vaincu Netflix, et oui, pourquoi? Parce que Netflix ont décidé de ne pas sortir Narnia sur Netflix directement. Narnia va sortir un mois à l'avance au cinéma. En novembre 2026, va sortir Narnia dans 1000 écrans IMAX dans le monde, donc ils ont même signé un contrat avec IMAX. Le film sera filmé en IMAX et dans tous les cinémas du monde normalement. On verra si c'est le cas en France, parce que vous savez, en France, on a la chronologie des médias, tout ça, peut-être ça sortira directement sur Netflix. Peut-être il y aura des week-ends en France, mais Greta a vaincu Netflix. Elle a réussi à battre leur business model. C'est ce qui se passe quand tu fais 1,5 milliard au box-office. C'est peut-être la femme réalisatrice la plus populaire au monde. Narnia, grosse œuvre de heroic fantasy, normal que ça devait sortir au cinéma. Et elle a vaincu Netflix. Et c'est une bonne chose, parce que croyez-moi, Narnia va cartonner en salle. Et Netflix vont devoir changer, parce qu'ils vont voir le succès de Narnia, et je pense qu'ils vont commencer à sortir de plus en plus de films en salle. Et ça, c'est une bonne chose, parce que c'est exactement ce qu'il faut pour ce genre d'œuvre, et je suis très content, et j'espère que ça sortira aussi en salle. Et Netflix vont avoir le seum, ils seront dégoûtés que ça cartonne autant, parce qu'ils sont tellement attachés au fait de tuer les cinémas, que là, Greta a dit non. Ou vous sortez en salle, ou je sais pas, Narnia. Mais ils veulent garder Greta. Il y a plein de réalisateurs qui n'ont pas réussi à faire ça. C'est la première fois que ça arrive, donc c'est une belle chose. Il y a eu la bande-annonce de plein d'œuvres, comme Witcher Sirens of the Deep, le film d'animation Witcher qui sort le 11 février. Ça a l'air pas mal du tout, honnêtement. Et là, c'est l'acteur de base qui revient, des jeux. Ça a l'air plutôt cool, ça a l'air d'être un peu un univers différent. On voit pas trop l'univers sous-marin dans The Witcher. Ça peut être vachement cool, on l'a vu un peu dans le premier jeu. Mais bon, là, globalement, c'est un peu nouveau. Ça peut être bien, j'y crois. Ça sera sûrement mieux que la série, donc on en parlera. Il y a aussi eu le teaser de You saison 5 qui sort le 24 avril et ça a l'air tellement basique et inintéressant, je suis désolé de le dire, hein, mais ça me donne pas spécialement envie. J'ai rien d'autre à dire de plus que ça. Par contre, Apple Cider Vinegar qui sort le 6 février, c'est l'histoire d'une femme qui ment sur le fait d'avoir un cancer afin de gagner en popularité et il y a une autre femme qui veut la faire tomber parce qu'elle connaît la vérité. Ça a l'air d'être super bien joué pour le coup, ça a l'air d'être assez fun, assez bien assumé, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Juret numéro 2 n'aura pas de Blu-ray 4K, sauf en France apparemment, parce que Juret numéro 2 a tellement cartonné en France, 1,6 million d'entrées, contrairement aux États-Unis, et justement ils ont dit que le film a tellement cartonné chez nous qu'ils vont sortir un Blu-ray 4K juste pour nous, et ça c'est très bien. Le film est bien, je suis content. Nous en France on n'a pas déçu monsieur Clint Eastwood, et c'est bien que le film cartonne. Alors dommage pour les Américains, ils vont faire comme nous on fait de leurs films, ils vont importer le Blu-ray, mais c'est cool que le support physique vive bien en France et qu'il cartonne. J'ai aussi vu la bande-annonce de Alto Nights, l'histoire de mafieux avec Robert De Niro qui joue deux rôles. Ça a l'air pas mal du tout, honnêtement, ça a l'air plutôt fun, ça a l'air plutôt dramatique, bien joué, peut-être un peu pompeux à certains moments, à voir. Le film sortira en avril, on en parlera, mais c'est quand même cool de voir De Niro jouer un même rôle, ça peut être intéressant, ça a l'air esthétiquement plutôt plaisant, la bande-annonce en montre suffisamment pour donner envie. Moi j'y crois un petit peu, je pense que ça peut être cool. Jesse Armstrong, le showrunner de Succession, l'une des meilleures séries de tous les temps, va réaliser un film pour HBO, ce sera l'histoire de 4 personnes qui sont face à une crise financière. C'est son dada, on comprend bien, moi je suis chaud. Tout ce que ce mec va faire, je vais regarder. Les Gremlins et les Goonies seront de retour chez la Warner, on sait pas sous quelle forme, comment, sequel, prequel, je sais pas. Je m'en fous personnellement, ça m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi ils font une suite à ça, mais ils vont le faire. À voir ce que ça va donner, mais on n'a pas besoin d'une suite aux Gremlins ou aux Goonies. James Mangold confirme qu'il travaille encore sur The Thing pour DC, mais en film standalone, en mode film gothique d'horreur. Et ouais, fais-toi plaisir, fais-toi kiffer, ça peut être mortel. The Swamp Thing, c'est pas un truc qu'on voit régulièrement dans quelque chose d'intéressant. Quelques news jeux vidéo avec la Switch 2 qui a été annoncée. Et écoutez, moi, vous savez que je suis pas très Nintendo parce que je trouve que la Switch 1, 30 FPS, petit écran et tout, ça me motivait pas. Pourtant, je sais que ça cartonne et plein de gens en ont. Moi, je suis plus équipe Steam Deck. Mais la Switch 2, écran plus grand. Si c'est en OLED, l'écran magnifique parce que les écrans LED sur les consoles portables, je trouve ça pas terrible. J'ai vu l'écran Steam Deck LED et OLED. Moi, j'ai un OLED incroyable, Steam Deck OLED. Par contre, en LED, c'est pas très beau. Et là, j'aimerais bien qu'au moins il y ait une version OLED pour la Switch 2. Je suis pas déçu par rapport aux gens qui disent ouais, Nintendo ne font pas quelque chose de nouveau. Non, ils font la même console en mieux, comme on fait tous les autres, comme Sony, Microsoft depuis toujours. C'est une bonne idée. Plus de puissance. Si je peux jouer au jeu de Switch 1 en 60 FPS, mortel. Et moi, je vais acheter une Switch 2 pour jouer au jeu de Switch 1 en 60 FPS. C'est tout. Ça a l'air facile à docker, des choses comme ça. Ça a l'air plutôt cool comme console, avoir le prix, avoir plus d'infos en avril. On aura un avis définitif, mais je pense que c'est une belle annonce qui fait un peu plaisir et c'est cool qu'il y ait quelqu'un et plus de compétitivité d'ailleurs dans le marché handheld portable parce que plus il y aura de puissance dans ces consoles portables, plus on jouera à des jeux cultes. Moi, je veux dire, la Steam Deck, je joue à des jeux de ouf, de certes il y a 10 ans, mais c'est un plaisir dingue de jouer à ça sur une console comme ça. Il y a aussi eu les annonces concernant Dawn Walker, qui est donc un jeu des anciens développeurs de The Witcher, et ça a l'air mortel. Jeu de vampire, moi je kiffe de base, et on dirait The Witcher 3. La bande-annonce cinématique était incroyable. Les infos de gameplay qu'on a eu sur le cycle jour-nuit, sur le fait d'être un vampire ou pas, la fin que t'as, ça a l'air mortel. Graphiquement, ça a l'air top. On ressent vraiment l'énergie de Witcher. Esthétique européenne, Transylvanie, j'adore. Moi, je suis grave chaud. J'ai hâte de voir du gameplay cet été, mais je suis très content. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé, ouais, c'est ça le vrai héritier à The Witcher et tout, contrairement à The Witcher 4. Et CD Projekt ont quand même confirmé que sur les 400 personnes qui bossent sur The Witcher 4, il y a encore 100 personnes qui étaient là avant The Witcher 3. Donc c'est bon, arrêtez. Et de toute façon, le but d'une boîte,
c'est de partager les connaissances, partager les leçons, game design, de graphisme, tout ce que vous voulez aux nouveaux employés. Donc ça se perd pas forcément quand des gens partent de la boîte. Ça arrive hein, pour plein de jeux vidéo et quand il y a plein de gérants exécutifs qui changent les choses. Mais là, The Witcher 4, on est confiant, on attend de voir du gameplay, mais Dawn Walker a l'air aussi énorme. On aura 2 gâteaux, rendez-vous compte, ça va être incroyable. Et il y a plein de confirmations chez Sony qu'ils ont annulé plein de jeux live service. Vous le savez, il y a un jeu Last of Us qui était annulé, Factions, qui aurait pu être une bonne idée concernant Last of Us, mais bon, je comprends aussi l'annulation. God of War a été annoncé comme annulé aussi, ce qui est aussi un peu triste parce que c'est quand même des heures de travail, enfin des heures, des mois, voire des années de travail. J'espère qu'ils vont pouvoir le convertir en un truc assez sympathique. Mais c'est vrai que par contre, God of War, j'avais pas vraiment envie d'y jouer en mode live service, mais bon, voilà. Spider-Man, ça a été annulé, et par contre, Spider-Man, ouais, c'est typiquement le genre de jeu qui aurait été incroyable en coop ou multijoueur, mais il a été annulé aussi. Et ils ont annulé plein d'autres jeux de plein de studios qui n'ont pas été annoncés. Et par contre, le jeu Horizon et MMO est toujours prévu. Moi, je m'en fous un petit peu d'Horizon, mais bon, pour les fans, j'imagine que ça peut être intéressant. Pour répondre rapidement à quelques commentaires de la semaine dernière, moi, ce qui me dérange par rapport au feu de LA, c'est pas que les riches aient perdu leur maison. Ça, c'est pas que je m'en fiche, c'est toujours triste, évidemment, s'ils ont des souvenirs, des choses comme ça, bien sûr. Mais c'est à quel point on parle de ça dans les médias. Il y a des vrais gens à LA qui ont perdu leur maison, qui n'ont pas les moyens de se racheter une maison. Et les assurances aux États-Unis vont les baiser. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Que les riches aient perdu leur maison, c'est triste, ok, mais qu'on se concentre dans les médias que sur eux, je trouve pas ça pertinent. Il y a des vrais gens qui ont perdu des vraies maisons, qui ont des souvenirs et pas d'autres moyens d'avoir d'autres maisons. Et concernant la VF, il y a plein de gens qui disent qu'il faut arrêter de tacler la VF. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Et en plus, la semaine dernière, j'ai défendu la VF, donc je comprends pas pourquoi. Mais oui, j'ai une haine rationnelle, je pense, de la VF et je ne vais pas arrêter d'en parler. Pas grave, hein, personne n'est parfait, vous aimez pas cet aspect de ma personne, c'est comme ça, je compte pas arrêter. Je pense que c'est important de détester la VF parce que fatalement, il faut quelqu'un comme moi pour motiver plein de gens à commencer la VO. Et moi, vu que je suis un hater de la VF, les gens sont intrigués pourquoi. Et j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube de la VF, dont une grande récemment, avec plein d'arguments et tout. Mais ça motive plein de gens. Moi, je reçois des messages tous les jours de gens qui me disent grâce à toi, grâce à ta haine de la VF, j'ai commencé la VO. S'il faut quelqu'un comme ça pour détester la VF et motiver les gens à regarder en VO, si c'est le personnage qu'il faut un peu interpréter, tant mieux. J'ai pas envie de vous dire faites comme vous voulez. Non, il faut regarder en VO. C'est bien plus important pour votre cinéphilie. Croyez-moi, ça change la vie. Il faut être un hater de la VF afin de vous motiver à regarder en VO. Que vous n'aimiez pas cette partie de moi, je comprends, j'ai perdu d'ailleurs des milliers d'abonnés régulièrement à cause de ça, mais je continuerai. Désolé. Les sorties de la semaine, on est évidemment face à pas mal de films au cinéma comme Better Man, il y aura évidemment une critique. Jouer avec le feu qui peut être intéressant, j'attendrai des retours avant d'aller le voir. Pour le coup, c'est l'histoire d'un enfant, d'un homme qui se radicalise envers l'extrême droite, ce qui arrive beaucoup en France en ce moment, donc ça peut être intéressant. Voleur au risque, le nouveau Mel Gibson, ça je suis curieux mais j'ai un peu peur, mais j'en ferai aussi une critique. Il y a aussi Voyageuse et il faut que je me mette au cinéma de Hong Kong-so, donc j'irai le regarder. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces actualités, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes autres réseaux pour des formats plus courts ou même des lives. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.